Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Entreprums. Bon, comme vous le savez, nous sommes encore dans la relance au niveau de la crise du Covid-19 et nous profitons de ces vacances puisque nous sommes déjà au mois de juillet pour vous faire découvrir d'autres choses et pour pouvoir vous parler de sujets qui pourraient vous intéresser pour vous aider soit à revenir, soit à contourner cette crise ou soit à pouvoir la dépasser, que ce soit pour votre activité ou pour vos différents investissements. Et justement, aujourd'hui, on reçoit Madame Marie Tacita, donc qui a un centre de médiation judiciaire. Et un centre de médiation judiciaire, vous allez voir que c'est un sujet qui va vous intéresser puisqu'elle parle de l'immobilier, de l'expertise, de la succession. Elle va vous expliquer ce qu'elle fait. Et c'est très important, surtout pour nous, au niveau, nous ici en Guadeloupe, au niveau de nos habitants, puisque justement cette dame traite beaucoup de sujets sur tout ce qui est la propriété, les terrains que nous avons en Guadeloupe. On sait qu'on a beaucoup, par exemple, de maisons qui soient abandonnées ou que les enfants, par rapport à tout ce qui est problème d'héritage, vous allez nous expliquer ça mieux que moi. Alors, Madame Tacita, bonsoir et merci d'être venue nous rejoindre ce soir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc je suis Marie Tacita, je suis donc juriste expert certifié. Je suis juriste à la base, expert certifié, et j'ai été mutée depuis le 1er janvier 2020, donc en Guadeloupe. Nous avons créé une première antenne. Donc, nous avons comme projet d'en avoir deux, une antenne sur le Moule et une antenne sur Pointe-à-Pitre. Alors, voilà. C'est une antenne de quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer médiation. Nous parlons de médiation judiciaire parce que nous interrompons les actions judiciaires et nous essayons de mettre en œuvre une solution pour pouvoir désengorger les tribunaux. Ce qu'on appelle les solutions à l'amiable, voilà, pour pouvoir traiter les différends qu'il y a entre deux personnes. Voilà. Et là, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est immobilier. Voilà. Alors, expliquez-nous exactement ce que c'est. Donc, ce que vous faites dans l'immobilier. Alors, j'essaie du moins de régler, de trouver des solutions rapides pour pouvoir sortir de l'indivision. Donc, que ce soit au niveau successoral, des décès, ou alors ça peut être aussi des divorces. On est dans l'indivision également quand on a divorcé, mais quand on n'a pas réglé le problème quelquefois les couples achètent des biens immobiliers et puis ils divorcent et ils ne pensent pas à régler le problème de l'indivision. Alors justement, qu'est-ce que c'est que le problème de l'indivision? L'indivision, en général, c'est lorsqu'on est propriétaire à plusieurs. Donc, suite à un décès, on se retrouve avec les enfants, les parents, les sœurs et frères. Il faut trouver donc la solution et c'est par rapport à ça. Par rapport à la succession. Donc par rapport à la succession, c'est tant que le bien n'est pas encore divisé. Voilà, le bien appartient à plusieurs personnes. Voilà, il y a plusieurs co-indivisaires et le bien donc appartient à plusieurs personnes. Il faut sortir de l'indivision, que chacun ait son acte de propriété. Voilà, son acte de propriété, voilà. Ce qu'on appelle les plans cadastres ou non, le titre de propriété. D'accord, tout simplement. Que chacun ait son titre de partage. D'accord. Et comment ça se passe justement dans les situations où les personnes ont un bien immobilier? Tout à l'heure, on parlait des maisons qui sont abandonnées. Oui. Donc, comment ça se passe dans ces cas-là, ça? En général, lorsque les parents décèdent, les ascendants décèdent, ça peut être des descendants aussi. Lors d'un décès, il faut régler la succession. Donc, on va voir un notaire. Dans un premier temps, on doit rédiger une notoriété, un acte de notoriété, c'est-à-dire on vient de qui prouve notre lien de parenté. Oui, voilà. Et ensuite, il y a, dans un second temps, l'attestation de transmission immobilière. D'accord. Donc, tout ça se fait par un notaire. Et ensuite, chacun a son titre de propriété. Si la succession le permet, si le terrain le permet, et dans cette hypothèse-là, on peut aussi entrer dans... il y en a qui veulent acheter, donc qui envisagent d'acheter la part des autres, donc qui payent une soulte, et puis le notaire, ils expliquent au notaire ce qu'ils veulent. Parce qu'il faut savoir qu'un notaire a vocation, le notaire c'est le magistrat de l'amiable. Mm-hmm. Donc quand on est d'accord, on lui dit ce qu'on veut, et il rédige. Alors on reproche au notaire de prendre du temps, de ne pas être très réactif, mais il faut savoir qu'un notaire, c'est un magistrat de l'amiable. Il ne règle les problèmes que quand on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, il faut aller en justice. D'accord. Et nous, on essaie de trouver donc une solution. On va rencontrer, on va voir ce qui coince, quel est le problème, quelle est la nature de la mésentente. Et à partir de là, on crée un protocole d'accord. On désigne déjà en fonction au sein de la famille, déjà on désigne
un mandataire qui nous rencontre, qui vient nous voir, et à partir de là, on essaie de trouver une solution. Et ensuite, on transmet au notaire. S'il faut voir un géomètre, enfin, on se charge. Il est vrai que nous avons une formation pluridisciplinaire. Parce que j'ai échangé pendant longtemps avec une avocate, médecin Gaulet, qui était très compétente dans ce domaine-là. Et nous préparons donc le dossier pour le notaire. C'est-à-dire qu'on prépare dans un premier temps un protocole d'accord. On rencontre chacun d'entre eux, on peut les rencontrer ensemble. S'il y a une action judiciaire, donc on l'interrompt. C'est en ça que nous sommes médiateurs judiciaires. Et depuis le mois d'avril de l'année dernière, c'est donc médecin Gaulet qui est médiateur. Donc moi, je ne le suis plus, je suis expert certifié. D'accord. Donc nous avons dans notre équipe disons une équipe assez structurée. Nous sommes composés de géomètres, de notaires, d'huissiers. En fonction de la situation, avec notre formation pluridisciplinaire, chacun a son rôle et on trouve à partir de là, on trouve une solution. Et lorsque le dossier est prêt, bouclé, prêt à signer, on le remet au notaire. En général, dans les 2-3 mois, c'est réglé. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi il y a autant de maisons abandonnées en Guadeloupe, des maisons qui n'ont pas d'habitants? Les dents creuses, qu'on appelle les dents creuses. Oui, voilà. Oui. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on est dans ces situations-là en général? Oui, en fait, c'est dû à notre histoire. Parce qu'il est vrai qu'en Guadeloupe, nous n'avions pas tous à l'origine de titre de propriété. Donc on a occupé des terrains, et puis il y avait d'autres priorités que d'aller voir le notaire pour demander un titre de propriété. D'accord. Les priorités les choses prioritaires étaient plutôt l'alimentaire. Donc c'est dû à notre histoire. Et là, on se retrouve quand même plusieurs années plus tard à occuper des terrains. Donc il y en a qui ont fait donc, des prescriptions acquisitives. Ce qu'on appelle les UCAPions, les prescriptions acquisitives. Et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, parce que les conditions sont quand même... il y a quand même des exigences pour pouvoir faire. Et puis les notaires ont quand même une grosse responsabilité, donc c'est pas toujours évident de faire les prescriptions acquisitives, parce qu'en général, il ne faut pas qu'il y ait de conflit. D'accord. Alors, les parents ne sont pas d'accord, les frères et sœurs se disputent, enfin... En général, quand on occupe une propriété, il y en a qui ont les moyens de construire et d'autres pas. Et des fois, le terrain ne le permet pas, tout simplement. Donc, quand le terrain ne le permet pas, il y en a qui n'ont pas de maison. Et dans nos familles, comme on le sait, souvent, les aînés partent en métropole, font le service militaire, s'installent à Paris. En général, achètent un pavillon, puisqu'ils ont les moyens ils font un prêt, ils achètent, et puis se retrouvent un jour à la retraite. Et ensuite, ils décident de retourner au pays. Donc, et à ce moment-là, quand ils reviennent, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être vendu leur maison à Paris, ils ont le budget, mais ils ne peuvent pas construire. Enfin, ils ne peuvent pas construire. S'ils ont le budget, ils peuvent peut-être construire. Mais s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas prétendre un prêt immobilier, même s'ils ont le permis de construire. Et ils se retrouvent dans une situation embarrassante, parce que là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de titre pour pouvoir prétendre. On investit, d'accord, mais en fait, on valorise le terrain, mais on n'a pas de titre. Donc on ne peut pas transmettre, on ne peut pas revendre, on ne peut pas échanger, on ne peut rien faire. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit là, il faut trouver une solution. Donc vous, quand les gens viennent vous voir, vous leur conseillez quand même de venir avant de vendre leur maison qu'ils ont par exemple à Paris, leur bien immobilier qu'ils ont à Paris, de manière à ce que vous puissiez analyser déjà dans quelle situation ils sont actuellement en Guadeloupe sur leur terrain familial. Oui, tout à fait, absolument. Oui, je cherche déjà l'origine du terrain. Parce qu'il y en a qui pensent être sur le terrain de la mairie, il y en a d'autres qui pensent être sur leur terrain, mais ils n'ont pas le titre. Oui, parce que les familles ont grandi là, enfin, tout à fait, sont nées ici. Oui, on entend beaucoup, surtout en Martinique l'année dernière, on a beaucoup entendu une histoire de l'État qui reprend des propriétés ou des terrains sur lesquels les familles ont habité pendant 60 ans. Des fois, même les grands-parents habitaient là. Est-ce que ça a un rapport ou est-ce que c'est vraiment des conditions différentes? Il y a plusieurs cas. Il y a vraiment plusieurs cas. C'est la raison pour laquelle je cherche déjà à connaître l'origine du terrain. D'accord. Je ne tiens pas compte de ce qu'on me dit. Oui. Vous cherchez l'administratif. Oui, voilà. Je cherche l'administratif, je vais vers les institutions, je consulte le cadastre, je vais aux archives départementales, je cherche déjà à connaître le numéro cadastral. Mais le numéro cadastral ne veut rien dire, parce qu'il faut savoir que le cadastre n'existe que depuis les années 70. Alors que le cadastre existe. Le cadastre a été créé par le Code napoléonien, donc depuis les années 1800, n'est-ce pas? Et là, on se retrouve en Guadeloupe avec le cadastre n'est qu'un organisme d'enregistrement. Donc il y a eu des inspecteurs des impôts qui sont venus sur les propriétés, qui ont demandé, qui habitent ici, puis il y a eu un enregistrement. Donc à partir de là, il y a des personnes qui occupent
qui occupaient des terrains. Et à partir de ces documents, on a pu établir des prescriptions acquisitives. D'accord. Parce que pour établir une prescription acquisitive, il y a des conditions, notamment le passé. Oui, voilà. De Ce qui apparaît, voilà, il faut apparaître sur le relevé de propriété du cadastre. D'accord. Voilà. Donc, et le cadastre n'est qu'un organisme d'enregistrement. Donc, il apparaît le nom, mais ça ne veut pas dire que c'est le propriétaire. D'accord. Pour moi, le cadastre c'est pas un élément, c'est pas un élément de preuve de la propriété. C'est aux hypothèques que je vais chercher. Et avec le numéro cadastral ne me donne aucune information dans tous les cas, puisqu'avant, il faut vraiment chercher. Des fois, ce sont des terrains qui datent, ce sont des acquisitions des années 50 ou des années 60, peu importe. Avant 55, c'est pas la même recherche. On ne cherche pas au même endroit avant 55, après 55. Donc, je cherche l'origine du terrain et lorsque j'ai le titre de propriété, on a eu souvent des surprises. On a même eu des prescriptions acquisitives qui étaient presque, avec un délai qui était presque passé au niveau de l'enregistrement, parce qu'il faut savoir que quand on fait les prescriptions acquisitives, c'est 30 ans. D'accord. Si l'enregistrement a été fait il y a plus de 30 ans, c'est fini. La publication, si le notaire a publié l'acquisition à partir de la prescription acquisitive, c'est fini. D'accord. Et avant 30 ans. Donc, avant 30 ans, personnellement, je ne suis pas pour faire les prescriptions. Je cherche plutôt l'origine, voilà, l'origine, parce qu'après, ça me complique le travail. Je cherche l'origine de propriété, et à partir de là, quand j'ai le titre, je peux interrompre. Il faut savoir que les prescriptions acquisitives peuvent s'interrompre lorsqu'on a trouvé le titre de propriété. Parce que le titre de propriété a une valeur supérieure. D'accord, à la prescription acquisitive. D'accord. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Si dans ces cas-là, vous retrouvez, là, je prépare le dossier, je le remets à l'avocat qui mène, enfin, je dirais qu'il y a c'est compliqué d'annoncer à quelqu'un le terrain sur lequel vous vivez depuis 30 ans, c'est pas votre terrain. Qu'il y a une hypothèque, qu'il y a une inscription judiciaire et que le terrain ne peut être vendu ni transmis. Et comment ça se passe dans ce cas-là? Est-ce que vous savez... Nous engageons une procédure judiciaire avec le juge, donc là, c'est judiciaire. Alors, quand on parle de médiation judiciaire, à ce moment-là, en général, j'ai interrompu la prescription, j'ai interrompu le judiciaire, j'ai interrompu l'action judiciaire. Mais je peux aussi engager l'action judiciaire à partir de là, puisqu'il faut solliciter un juge. Seul un juge est compétent. Donc, pour dire soit si la personne récupère son terrain, ou bien si vous pouvez rester dessus. Oui, voilà, si c'est plus de 30 ans. Bon, en général, on se rend compte, on voit que ça fait moins de 30 ans, les conditions objectives et subjectives sont réunies. Et là, on est très à l'aise, on monte le dossier, on remet à l'avocat. Et à partir de là, l'avocat aussi peut porter son apport. En général, on prend un avocat qui a quand même l'habitude de faire ce genre de... N'importe quel avocat peut le faire, hein, mais enfin, bon. Alors, est-ce que si quelqu'un découvre qu'un terrain lui appartient, suite à vos recherches par exemple, il doit faire une régularisation sur les impôts, puisque c'était pas dans sa famille, donc comment ça fonctionne? Non, mais la régularisation se fait d'elle-même, dans la mesure où, à partir du moment où on remet le dossier chez le notaire, et le notaire régularise à l'issue de l'action judiciaire. Donc, il faut un jugement. D'accord, c'est le juge qui décide. Voilà, il faut un jugement, il faut un titre exécutoire, en fait. Et avec ce titre exécutoire, l'avocat continue donc son action. Et à la fin de cette procédure, là, on annule évidemment la prescription. La personne qui aurait acheté avec une prescription se retrouve dans une situation précairement. On le lui dit, le notaire le lui dit que vous achetez à partir d'une prescription acquisitive, etc. Donc, D'accord. Comment ça se passe dans les cas de succession naturelle? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous nous expliquez comme situation? Est-ce que c'est déjà arrivé que des parents ne soient pas au courant que le terrain ne leur appartenait pas, qu'ils ont fait les papiers pour que leurs enfants puissent hériter des terrains et que l'enfant se retrouve dans une situation où finalement quelqu'un a recherché le terrain et qu'on vient lui dire c'est pas votre terrain, monsieur, c'est le mien? Comment ça se passe dans ces cas-là? Comment vous traitez le dossier? Justement, c'est là où notre action prend toute sa dimension. On va rencontrer les personnes qui y habitent, on leur explique la situation. Et si les personnes sont de bonne foi, on peut trouver une solution. Et si les personnes sont de mauvaise foi, on peut diligenter une action judiciaire à leur rencontre. Parce qu'il y en avait qui le savaient. Parce qu'il y a une condition, c'est qu'il faut que la prescription acquisitive soit paisible. Ça fait partie des conditions de fond que dispose le Code civil. D'accord. Il y en a qui le savaient, donc ils l'ont fait quand même. Ça veut dire que dans tous les cas, ils ont forcément un document? Oui, absolument. Non, la prescription acquisitive est un titre. Oui. Oui, tout à fait. C'est un titre, ça a été un titre. Mais il faut savoir que si on retrouve
le titre de propriété d'origine Mhm. avec l'acquisition apparemment du précédent propriétaire, parce que le propriétaire, j'ai quand même trouvé cette action un peu exagérée, parce qu'en général, les personnes de chez nous partent en France. Il y en a Oui. qui restent 10 ans, 20 ans, alors qu'ils reviennent et qu'ils retrouvent qui ne reconnaissent même pas la propriété de leur famille, et Mhm. avec des constructions, et des fois sans permis, des occupations en fait. Ce sont des occupations sans aucun titre, parce qu'il y a des occupants sans titre. Oui, Là, c'est j'imagine une bien. simple, c'est une simple assignation. Mhm. Et pour qu'on puisse récupérer le tout. Oui, oui. Alors justement une question, quelqu'un qui a construit une magnifique maison sur ma propriété, parce qu'on dit que le terrain, je crois, appartient au propriétaire et que le bien au-dessus n'appartient pas forcément au propriétaire. Non, on parle d'accessoires sur le principal. D'accord, C'est alors un article du expliquez-nous Code ce que civil c'est. qui dispose que lorsqu'on est... enfin, il faut savoir que tout ce qui est sur le sol appartient, tout ce qui est sur le terrain appartient au propriétaire du sol. D'accord. C'est d'où l'accessoire sur le principal. La maison, c'est l'accessoire. Et le sol, principal, c'est le sol. Donc, je peux dire à la personne, merci d'avoir construit une superbe, fabuleuse Absolument. maison. Maintenant, veuillez évacuer mon terrain. Tout à fait, parce que lorsqu'on me sollicite pour les expertises, je me fais plaisir pour valoriser le terrain. Parce que le prix n'est pas le même avec la maison et sans la maison. Est-ce que la personne qui a construit, du coup, la maison en pensant que c'était son terrain, donc elle a construit sans papier, elle a le droit de me demander de l'argent parce qu'elle aurait construit une maison sur mon terrain, par exemple? Non, parce qu'elle n'a pas été autorisée à construire, D'accord. d'une part. Même si elle a un permis de construire, alors une petite parenthèse, il faut savoir qu'on peut construire où on veut. C'est-à-dire que moi, je pars là, je demande un permis de construire sur votre terrain, on me l'accorde, je construis sur votre terrain. Il n'y a rien qui m'en empêche. D'accord. En dépit du panneau d'affichage de l'huissier, parce qu'il y a une procédure maintenant pour les permis de construire. Alors moi, quand je suis en charge d'une succession, quand je suis en charge d'un client, je m'arrange pour pouvoir demander quand même un certificat de non... Un certificat de... je demande... C'est un document qu'on demande à la mairie. Je sais... J'ai une attestation de... C'est pas grave, vous Oui, saurez de toute façon. Dans le cas, quand la personne c'est un viendra vous document qui consulter permet... pour le cas, vous saurez. Voilà. Oui, la mairie. C'est à la mairie qu'on fait cette demande. Voilà, une attestation de non-contestation, enfin... D'accord. Voilà. Donc on peut construire où on veut, mais est-ce que Oui. moi je peux empêcher quelqu'un de détruire une maison qu'elle aurait construite sur mon terrain? Par exemple, si la maison, je trouve que finalement elle est belle, j'ai envie de la garder, que je lui Mais demande elle de vous partir. appartient, puisque le sol vous appartient. Donc je peux Donc, il la faudra signer diligenter. s'il détruit sa maison que lui a construite sur mon terrain. Alors ça veut dire, J'ai pas compris. si par exemple quelqu'un prend mon terrain, construit où il veut, donc il a décidé de construire sur mon terrain, il a fait une superbe maison. Donc moi j'arrive en lui disant qu'il est sur mon terrain, donc merci de partir. S'il décide de détruire la maison, est-ce que je peux aussi l'en empêcher ou pas? En général, il ne détruit pas, il s'en va. Oui. Parce que ça coûte plus cher de détruire que de construire. D'accord, intéressant. Ça peut lui coûter presque le même prix. D'accord, intéressant à savoir. Donc il est vraiment perdant. Donc il faut vraiment que les gens fassent attention. En général, souvent, je ne connais pas les moyens les moyens, il y en a qui ont gagné au loto, mais une maison coûte quand même un certain prix. Donc il faut vraiment faire attention au terrain. Voilà. On fait un prêt immobilier pour le faire. Oui. Et la banque refuse de payer quand on n'a pas un titre de propriété. Ça fait partie des premiers documents que demande la banque. Donc ils vont au-delà du papier dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire de l'acquisition. La prescription acquisitive. La prescription. Ah non, mais là il faut vraiment le titre officiel. Oui, non, mais l'hypothèse dans laquelle je parlais de la prescription acquisitive, ça c'est quand les personnes ont voulu régulariser. Mais le cas dont vous me parlez, ce sont des personnes qui sont venues, qui se sont installées et qui ont construit, mais dans la majorité des cas, personne ne demande de prescription acquisitive. D'accord. Là, c'est une occupation. En fait, c'est une occupation. Il suffit de faire une simple requête. D'accord. Bon, merci de cette information. Pour l'expulsion, en fait, vous l'expulsez. Oui, c'est ça. Vous lui demandez de sortir de votre terrain, mais oui, c'est ça. Abstenez-vous de lui parler de la maison. D'accord, intéressant à savoir. Alors, je vois que vous faites aussi de l'expertise. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Oui, l'expertise, il y a expertise, évaluation. L'expertise est quand même un document un peu plus complet. Ça dépend des cas. Sinon, c'est une simple évaluation. C'est à peu près la valeur vénale, en fait. C'est pour connaître le montant, pour revendre une maison, si on veut revendre. Dans tous les cas, il faut savoir que le premier document que vous demande le notaire dans une liste, c'est la valeur. D'accord. Peu importe. Que vous voulez faire une donation, une vente, peu importe, il faut connaître la valeur.
la valeur du bien en fait. C'est la personne qui évalue elle-même la valeur de son bien? Ah non, il faut y un a des professionnel. experts pour ça? Il faut un professionnel, D'accord. de préférence certifié. Parce qu'on sait que l'immobilier, ça prend quand même de la valeur. En général, ça monte avec Toujours, l'inflation. toujours, L'inflation. toujours. Donc, d'accord. Donc, vous avez cette expertise-là pour faire... Oui. Oui, c'est-à-dire que je suis certifiée. Parce D'accord. que quand j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans. Alors, j'ai commencé à faire les évaluations pour mon patron. Je travaillais avec la SIG, avec EGI. J'ai commencé à faire des évaluations pour mon patron, j'avais 18 ans. D'accord. Donc, j'ai fait toute ma vie. Et là, j'ai 60 ans quasiment. Donc, j'ai quand même une certaine expérience. Je savais quand même faire. Tout le monde peut le faire. Enfin, les professionnels savent le faire. Et je pense qu'il y a des professionnels qui savent peut-être le faire mieux que moi. Mais il a fallu quand même que j'aille prendre... que je continue à faire des études pour pouvoir avoir quand même les compétences requises, notamment la certification. Parce qu'il y a des... il y a quand même un décret de 2016 qui exige certaines obligations pour pouvoir exercer ce métier. Pour mettre le tampon, il faut un numéro, il faut une assurance. Oui, vous êtes assermenté. Voilà, je peux pas, voilà. D'accord. Pour avoir une idée, qu'est-ce qui fait qu'une maison prend de la valeur? Est-ce que c'est le lieu, la ville, les matières dans lesquelles elles sont faites? Qu'est-ce qui fait qu'une maison vaut plus qu'une autre maison? Oui, tous ces éléments, vous venez de le dire. D'accord. Donc c'est déjà l'emplacement, effectivement la ville. D'accord. Le quartier, parce que je conseille à mes clients très souvent de ne pas hésiter d'acheter très cher, même très cher, surtout le terrain, parce que le terrain en général ne va pas plus loin que le prix du marché. D'acheter du moins dans un lieu prestigieux. D'accord. Parce que le jour de la revente, ça va beaucoup plus vite et c'est plus simple. Et là, ils n'ont pas à perdre. Voilà. D'accord. Peut-être baisser sur l'aménagement. On peut diminuer sur la prestation de la construction, mais acheter dans un lieu prisé, un lieu sécurisé. Une belle vue. Voilà, une belle vue. Voilà. Et en Guadeloupe, c'est pas très difficile. Oui, c'est pas très difficile. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la valeur des terrains en Guadeloupe, peut-être par commune? Est-ce que vous connaissez ça un petit peu? Oui, il y a des... communes où c'est vraiment plus cher par rapport à d'autres? Ah oui. Allez-y. Le gosier. Ah ben j'imagine. Ah ben oui. C'est très privé, surtout en ce moment, le gosier. Tout à fait, oui. Donc c'est plus cher que d'autres communes comme par exemple Goyave. Oui, c'est Parce que Goyave, je crois qu'on peut voir, enfin il y a des points où on peut voir et la mer et la montagne. Donc est-ce que ça met plus de valeur ça au met niveau un petit du peu terrain? plus de valeur, tout à fait. Il est sûr que les vues sur mer, bon, il y a quand même l'inconvénient pas de la vue, de la mer, parce que quand on habite au bord de la mer. D'accord, donc ça peut jouer. Ah oui, ça peut jouer parce qu'en fait, il faut adapter l'aménagement en conséquence. En cas de cyclone. Voilà, et les matériaux pour la construction. D'accord. Est-ce qu'il y a des maisons qui sont chères parce qu'elles sont anciennes, par exemple, très anciennes? Oui, il y a des maisons, qui ont une certaine plus de valeur. Et puis, le président des architectes de France fait très attention à conserver, est très pointilleux sur les constructions qui se font, les transformations, parce que ce sont des maisons quand même qui font partie de notre patrimoine et qui sont protégées. Mais qui sont effectivement plus chères. Voilà, parce que qui sont un peu plus chères, mais pas tellement plus. Pas vraiment, pas tellement plus. Ça dépend vraiment du lieu, de la qualité de la construction, de l'année, mais surtout de la qualité de la construction. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous allez ouvrir 2 cabinets? Oui, on a un projet de monter une antenne sur le Moule pour faciliter parce que nous nous occupons également de personnes âgées. Enfin, on a une réception, on va les voir, on leur explique, ils viennent nous voir, ils ont quelquefois des problèmes ils peuvent avoir des problèmes pour se déplacer. Donc, on se rapproche un petit peu. On a pensé que le Moule était idéal, voilà. Le Moule et Jarry, on a une antenne de consultation gratuite à Jarry et sur Pointe-à-Pitre. D'accord. Comment ça se passe du coup? Il faut vous contacter juste par téléphone? Oui, il est vrai que l'email, c'est l'idéal parce que j'habite assez loin de Lille vers la Basse-Terre. Donc c'est vrai que je suis souvent sur la route. Alors des fois, par email, c'est plus facile de me contacter. Et s'ils peuvent me faire une petite synthèse déjà sur leur histoire. Parce que quelquefois, ça bloque. Il y a juste peu de choses. Au niveau de la famille, il faut rencontrer, discuter. Donc, c'est peu de choses, en fait. D'accord. Il y a peu de choses à faire pour trouver une solution amiable.
Donc l'email, c'est médiation au singulier, judiciaire au singulier, @hotmail.fr. Voilà. D'accord. Comment ça se passe dans le cas où, par exemple, quelqu'un a 8 enfants Oui. qui ne sont pas tous d'accord pour vendre, que le terrain n'est pas très grand, que quelqu'un veut construire sa maison, mais qu'il ne l'a pas encore vue pour diviser avec ses frères et sœurs? Comment ça se passe en général? Les gens vous appellent tout de suite ou... C'est-à-dire ils viennent me voir, mais quelquefois, ils n'ont pas les moyens de trouver de solution. Ils sont pas d'accord, et puis, mais en général, souvent, il y a un ou deux qui ont construit, ceux qui ont le plus de moyens, et les autres n'ont pas les moyens de construire, ne peuvent pas construire, n'ont pas les moyens d'acheter un terrain, et là, il y a déjà un conflit. Alors, ils viennent me voir, j'essaie de trouver une solution. Il est évident que ceux qui ont construit disent qu'ils ont construit, donc ils n'ont pas de soult à donner aux autres, ils n'ont rien à donner. Alors que normalement, ils doivent payer s'ils ont construit sur le terrain, oui, ils doivent donner de l'argent à ceux qui n'ont pas pu avoir leur remplacement sur le terrain. Normalement, proportionnellement à la valeur du terrain, bien sûr. D'accord. Et au niveau des impôts, ça se passe comment? Les impôts divisent systématiquement dans le nombre d'enfants? Pas du tout. Dans le cas de figure que vous venez de parler, en général, ils reçoivent les taxes relatives aux impôts. Donc tous les enfants reçoivent la taxe? Oui, mais en général, ceux qui ont les moyens, on leur demande de payer. Donc si s'il y a un conflit par rapport à cette situation, je les réunis, je leur explique qu'il faut il faut payer les impôts, parce que souvent, ils ont construit. Mais ils ne payent pas, ils n'acceptent pas de payer les impôts pour tout le terrain qu'ils occupent. Parce que souvent, ils organisent leur insolvabilité. Très souvent. C'est ce que j'ai remarqué. Ce que je fais, c'est une lecture objective de ce que j'ai remarqué sur mon île. D'accord, donc ça, c'est un problème. Je suis aussi guadeloupéenne, mais j'ai oublié de dire que je suis le référent départemental Guadeloupe-Martinique des personnes qui ont pris la protection juridique, les options de la protection juridique en matière immobilière. D'accord. Et nous avons également l'antenne du Moule sera réservée aux personnes, ce sera l'aide aux victimes en matière immobilière. Les personnes dont les maisons ont bouillé, ça c'est autre chose. Hein. Ça c'est par rapport aux assurances. C'est une petite antenne qui va se mettre en place, mais avec également la possibilité d'hébergement. D'accord. Dans le cadre de l'aide aux victimes en matière immobilière. Il faut avoir perdu sa maison, ou avoir une difficulté, ou être expulsé. Voilà, ça c'est autre chose, ça n'a aucun rapport. D'accord, quand vous me dites que vous êtes la référence Guadeloupe-Martinique, c'est au niveau des assurances immobilières. Tout à fait. Au niveau, c'est une assurance. Tout le monde connaît la protection juridique. Je pense que tout le monde l'a plus ou moins avec et dans cette assurance 1 ou 2 euros par mois. Voilà, et il y a des personnes qui louent. Donc, qui ont des locations, qui font de la location. Alors, on leur demande, vous êtes propriétaire, oui, vous louez où, donnez-nous votre adresse, etc. Et à ce moment-là, ils payent une petite somme en plus. Et ils ont une couverture dans l'hypothèse où ils se retrouvent dans un impayé locatif. D'accord. Voilà, ce qui peut arriver. Il y a des accidents de la vie, il y a des locataires de bonne foi et de mauvaise foi. Il y en a de mauvaise foi qui vont me voir, ils ne vont pas être contents parce qu'ils vont être expulsés bientôt. Ça, c'est sûr. Mais bon, ce n'est pas de ma faute, hein, c'est un processus, hein, c'est l'huissier, c'est une équipe qui expulse. Il y a l'avocat, il y a l'huissier, je ne suis pas toute seule. Hein, voilà. Oui, vous essayez je suis de pas faire méchante, mieux, vous essayez de rétablir. Oui, je les consulte, on leur demande. Pour les personnes qui appartiennent le bien de toutes les façons. Voilà, tout à fait, parce qu'il y en a qui sont de mauvaise foi. Il y en a, ils ont un impayé locatif long comme ça, et puis ils chipotent parce qu'on n'a pas comptabilisé des sommes qu'ils ont versées alors qu'ils doivent 25 000 euros. Ah, oui. Mais ils veulent rien signer comme protocole parce que on n'a pas comptabilisé 2 ou 3 000 euros de plus. Donc on les rappelle, on leur demande, on va régulariser quand même. Mais toujours dans la médiation. Absolument. Donc, tant qu'ils sont avec vous, c'est là qu'au lieu de rouspéter, ils devraient justement être contents, parce que ça veut dire qu'ils sont encore dans le processus à l'amiable. Oui, mais ça, ils ne le voient pas comme ça. Hein. Tant que l'huissier n'est pas arrivé, pour eux, un médiateur, c'est pas important, ça n'a aucune importance. Alors qu'on leur offre une solution. C'est très important, parce que c'est exactement... Oui, on leur offre une solution à l'amiable. Ils ne sont pas encore dans le processus judiciaire. Des fois, ils le sont. En interrompant l'action judiciaire, là, ils comprennent. Alors, à partir du moment où l'action judiciaire est interrompue, et là, ils acceptent tout ce que vous voulez. Oui, parce que ça fait que le juge, ça rigole pas. Voilà, surtout s'ils ont les moyens. Donc, surtout quand ils n'ont pas le droit à l'aide juridictionnelle, donc ils ont les moyens. Ils ont consulté souvent un avocat qui leur demande entre 2005 et 5 000, 6 000 euros. Juste pour savoir une affaire immobilière, c'est dans cet ordre-là. Et là, ils comprennent un peu, ils trouvent une solution. Parce qu'il faut savoir qu'en Guadeloupe, depuis 2015, en France, c'est depuis 2005. En Guadeloupe, depuis 2015, on enregistre. Le juge demande ce qui a été mis en place comme médiation ou comme conciliation. D'accord. Et le juge peut aussi envoyer en conciliation.
D'accord. Voilà, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, hein, c'est connu. Et puis les tribunaux sont engorgés, il y a des affaires sérieuses aux tribunaux. Alors franchement, celui qui chipote pour 2 000 à 3 000 euros, qu'on n'a pas comptabilisé dans une dette de 30 000 euros, vraiment, vaut mieux faire un effort pour trouver. Donc je prends sur moi pour faire un effort et trouver une solution. D'accord. Est-ce que c'est difficile quand même en Guadeloupe? Non. Ça va? Oui, les gens sont compréhensibles, ils essayent de régler la situation réellement. Parce que les gens ils sont de bonne foi. Et ce sont des malentendus ou des détails qui font que ça coince. D'accord. Mais quelquefois, très souvent, ils sont de bonne foi. D'accord. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des professionnels du non-paiement de loyer. C'est-à-dire que je les suis. Mais il semblerait, je vais poser la question à un collègue, il semblerait que maintenant, on aurait autorisé la possibilité pour les agents immobiliers de tenir un fichier, parce que ça avait été interdit par le Conseil constitutionnel. Donc il semblerait que là, la loi aurait bougé pour ça. J'espère bien, parce qu'il y a des professionnels. J'en ai un là. Hein. Ça fait 2 fois. D'accord. J'ai 2 dossiers d'impayés locatifs, la même personne, le même nom. D'accord. Bon, après, c'est vrai que c'est pas évident pour les propriétaires. Et c'est vrai que les gens, des fois, ils ont des difficultés. Donc, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous faire aider. Parce que c'est vrai que le propriétaire aussi, lui, il compte sur ce revenu pour payer son crédit, pour payer ses huissiers ou pour payer son terrain aussi, quelquefois. Oui, parce que donc, c'est vrai que c'est pas évident. Oui, le propriétaire, il n'est pas riche, il n'a pas gagné au loto, il a travaillé. Et sinon, c'est une succession que lui-même, il doit payer des impôts de ses parents dessus. Voilà, donc, tout à fait. Parce que là, quand je vois la situation de certains propriétaires, il y a un qui a perdu son travail, il a perdu sa maison, on a saisi sa maison, on l'a vendue aux enchères, et il s'est retrouvé au RSA avec un locataire qui le narguait parce qu'il était en mitoyenneté avec lui. Effectivement. Mais ça, c'est dramatique. Oui. Ça peut se terminer à la cour d'assises. Oui, puisqu'on a déjà eu des cas en Guadeloupe où ça s'est très mal fini. À cause de la lenteur des tribunaux, il peut se retrouver à la cour d'assises. Mais quand je parle de lenteur des tribunaux, le fait de trouver une médiation, une solution amiable, ça permettrait à beaucoup de justiciables de trouver une solution vite. Et ça, voilà. Si on désengorge les tribunaux, ça arrange tout le monde. Hein. C'est pas la justice n'est pas lente. La justice de la Guadeloupe est très réactive. Hein. J'étais fort étonnée. Mais il y a tellement de dossiers quelquefois. Donc, il y a un travail colossal à faire, à préparer. Ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, si on peut trouver une solution à l'amiable, surtout quand ils sont de mauvaise foi. Oui, donc autant. Oui. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui voudraient revenir justement, surtout en ce moment en crise de coronavirus, on a vu dans les reportages partout à la télé où tous les Français commencent à retourner acheter des appartements, enfin des maisons avec piscine ou voilà, dans les campagnes. Oui. Donc nous, les Antillais vont bientôt revenir aussi pour occuper leur maison et commencer à s'occuper un petit peu de ce qui se passe chez eux. Donc, qu'est-ce que vous leur conseillez ? Prendre contact avec vous déjà? Oui, déjà. Avant de vendre? Retourner avant la retraite, bien avant la retraite, parce qu'il faut savoir qu'on a une diminution de revenus quand on est à la retraite. On n'est pas. Effectivement. Avec quelques petits crédits qui traînent, voilà. Et là, on se retrouve avec une capacité d'endettement de 0. Ils ne peuvent plus construire. Donc, c'est vrai qu'il faut. Il est vrai que mes clients ou mes adhérents, je dirais, puisque moi, je suis salariée de service médiation. Du service médiation d'une assurance. Hein. Je suis partie d'un centre de médiation et je suis salariée. Donc, je ne fais pas partie de l'assurance parce qu'il faut être indépendant pour pouvoir trouver la solution aussi et au niveau de la justice. Mais l'assurance nous mandate pour pouvoir mettre en place. Voilà, parce qu'ils ont un peu comme un expert dans un tribunal. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est gratuit. Parce que ce sont des adhérents. Il faut être dans un dispositif, en fait. Mais c'est pas très difficile, tout le monde l'a en général. Oui, ça pose aucun problème. C'est ce qui est proposé aux assurances classiques. Tout à fait. En revanche, il y a une précision que j'aimerais vraiment porter parce que je me suis rendu compte de ça en Guadeloupe. Quand vous n'êtes pas propriétaire quand vous n'avez pas de titre de propriété, sachez que vous pouvez, si vous allez en justice et vous avez un locataire qui ne vous paye pas le loyer, vous pouvez perdre votre maison tout simplement parce que vous n'avez pas de titre de propriété. Sachez que l'huissier ne se déplacera pas. S'il vous demande votre titre de propriété, vous n'êtes pas en mesure de le lui donner. Il ne va même pas se déplacer. En gros, vous n'avez pas le droit d'avoir un locataire. Normalement, ça veut dire. Vous pouvez perdre votre maison. Parce que j'ai un cas là que je traite actuellement. Et elle a eu beaucoup de chance que ce soit moi qui suis de l'autre côté. Parce que vraiment... j'ai croisé les doigts parce que je me suis dit si jamais son avocat lui demande son intérêt à agir et qu'elle ne l'a pas, ça ne va pas plus loin.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez L'intérêt à rapidement... Non, c'est-à-dire que moi, je m'occupais du bailleur qui n'avait pas de titre de propriété. C'est un cas dont je m'occupe actuellement là. Il n'avait pas de titre de propriété. J'ai fait une démarche pour elle aux impôts. J'ai voulu faire une rétroactivité sur les 3 dernières années. C'est un endroit qu'elle occupe. Il y en a beaucoup qui occupent des biens, des sols dont ils ne sont pas propriétaires à Saint-François. Mais il y en a énormément au Gosier. Ils connaissent pas le propriétaire. Des fois, le propriétaire leur fait une promesse de vente et il décède. Les co-indivisaires ne savent même pas qu'ils ont un terrain. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, justement. Voilà, et la prescription acquisitive ne peut pas se mettre en place si les conditions objectives et subjectives ne sont pas réunies. Si le terrain appartient à quelqu'un et le locataire à qui on a fait un bail, on a fait un contrat de location, non, un compromis de vente, par exemple, voilà, et celui qui a fait le compromis est décédé avant de régulariser chez le notaire, ben ça va pas se faire. Les enfants ne savent même pas qu'ils sont propriétaires, des fois. Et là, on n'a pas de titre et on a construit. Donc sachez, faites attention quand vous avez un locataire, vous voulez l'expulser, si vous tombez sur moi, voilà. L'intérêt à agir, ça ne va pas plus loin. Vous avez intérêt d'être en règle et de ne pas tomber, d'être dans le bon côté. Tout à fait, quand le frère arrive de métropole. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie. Oui. Je vous remercie d'être venu nous voir aujourd'hui. Oui. Et nous, on se revoit la semaine prochaine avec un autre invité et on parlera de choses encore bien intéressantes. Au revoir à tous.